dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des scies, je coupe du bois. Mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. Pierre Ducrot est là, Jonathan Macardy également dans l'after. C'est la deuxième heure avec les drôles de dames. Jonathan, avis tranché à venir sur le Pérou. Tu nous diras un mot également de l'Argentine. On aura un avis tranché de David Lorto sur la non-sélection de Leroy Sané, puisque pour lui c'est tout à fait logique. Il est là, David. Salut. Oui, allô Freunde, salut messieurs, salut à tous. On va parler du Brésil également, c'est rare, en tout cas c'est pas assez récurrent dans l'after, mais ça va être le cas pendant la Coupe du Monde. On est avec Stéphane Rosenbaum. Salut Stéphane. Salut, bonsoir à tous. Spécialiste du foot brésilien, tu nous as préparé un avis tranché sur l'avancante qui doit être titulaire selon toi pendant la Coupe du Monde à la lumière des derniers matchs du Brésil. Tu vas nous en parler dans un instant, mais on va faire une parenthèse tout de suite hors Coupe du Monde avec Philippe Auclair qui est avec nous aussi en Angleterre. Salut Philippe. Salut Jean-Louis, salut Jonathan, salut Stéphane, salut Pierre, salut Lorto. Qu'est-ce que j'oublie? Ah, c'est bon, je pense que c'est bon. Tout le monde est là. On salue les gens en régie également. Et Simonet, il est où? Eh oui. Alors Simonet, écoute. Écoutez, vous êtes dur. On le salue. Même Federman n'est pas là non plus. Attendez, ça n'a rien à voir. On lui a confié une équipe quand même, on va lui en trouver une à Simonet. Les équipes italophones, il n'y en a pas des masses, hein, la Coupe du Monde. Hein. Ouais, il y a la Suisse. Ouais, la Suisse. Ouais, un petit bout de la Suisse. Voilà. Un petit Suisse. Fred Hermel est en repos aussi, sachez-le, mais il reviendra très vite avec sa sélection qui, elle, est bien qualifiée. Ah, il a eu une longue saison, hein, Fred. Il a été jusqu'au bout. Ah, bien oui, ça c'est sûr. Jingle au clair pour commencer, on y va. Attends. La main de Thierry Henry, c'est pas la main du diable également? Et là, Philippe, tu veux nous parler de Chelsea, avec tes infos, avec tout ce que tu ressens en Angleterre, et avec en plus ce qu'on peut apporter sur Laurent Blanc. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Je donne les infos d'abord sur Laurent Blanc. Donne les infos, c'est bien. Donc, on a enquêté toute la journée donc à RMC Sport. Laurent Blanc est bien en discussion avec Chelsea, ça on peut vous le confirmer. Alors, sur l'avancement des négociations, il y a plusieurs sources, il y a plusieurs choses. Visiblement, ce serait avancé, mais on va rester prudent parce qu'il y a eu des précédents. C'était quasiment fait avec Luis Enrique, mais finalement il prend trop cher. C'était quasiment fait avec Sarri, mais finalement Naples réclame une indemnité de départ et ce serait trop important. Donc on va rester prudent avec Blanc. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il a bien rencontré la directrice générale de Chelsea, que ça a plutôt bien avancé, même s'il n'y a pas d'accord définitif. Pas de Jean-Louis Gasset à ses côtés, mais Franck Passy qui jouerait le rôle d'adjoint. Autre info que l'on a si tout cela se conclut. Par ailleurs, David Luiz ne serait pas contre retrouver son ancien entraîneur au PSG, avec qui ils ont gardé une bonne relation. Rien n'a été dit encore Antonio Conte, qui est sous contrat jusqu'en 2019, et ça coûterait de l'argent de se séparer de Conte. On évalue ça à 10 millions d'euros pour un club qui est un peu plus près de ses sous qu'auparavant. On parle d'un autre nom en plus de ceux déjà cités, l'entraîneur de Fulham, Jokanovic. Donc voilà pour les infos du moment. On reste prudent, mais il y a quand même une discussion. On reste prudent aussi parce que la situation du club n'est pas bonne du tout, Philippe. Écoute, elle est compliquée à cause de la situation de Roman Abramovich et des doutes que l'on a sur son degré d'investissement avec Chelsea après les événements récents, qui sont, pour ceux qui ne seraient pas au courant, que le fait que Abramovich s'est vu refuser un visa d'entrée au Royaume-Uni. Bien évidemment, Abramovich est ressortissant russe. Il a depuis obtenu la nationalité israélienne. On sait que Roman Abramovich est de souche juive et donc il y a la fameuse loi sur le droit au retour. Hein. Il a donc pu obtenir ce passeport qui va lui permettre d'entrer plus facilement au Royaume-Uni. Ça crée quelques petites frictions et l'un des plus gros problèmes pour Chelsea, c'est le fait qu'Abramovich a décidé, alors est-ce que les choses sont liées? Je pense que oui, qu'il n'allait pas finalement mettre l'argent nécessaire pour la réfection ou la transformation de Stamford Bridge. Cet énorme projet qui devait a priori permettre à Stamford Bridge d'avoir un stade d'une capacité égale à celle de l'Emirates et de White Hart Lane Mark II, hein, qui ouvre au mois de septembre. Et donc le projet a été mis au réfrigérateur, ce qui signifie, pour tout le monde, que Roman Abramovich ne s'investit plus dans Chelsea comme s'il investissait auparavant.
Et Toi, tu il utilises le mot s'installe crise, à Tel Aviv. Hein. Oui, il y a une vraie crise parce qu'il y a une crise au niveau des choix de la stratégie à adopter. Parce qu'il y a bien évidemment la situation d'Antonio Conte que tu as évoquée qui est extrêmement compliquée à gérer. Le fait que pour ce qui est d'un successeur Antonio Conte, ça part un petit peu dans tous les sens parce qu'il ne faut pas oublier également, tu as parlé de Sarri, tu as parlé de Luis Enrique, mais on avait aussi parlé de Thomas Tuchel à un moment, qui était une vraie piste pour Chelsea et qui finalement a préféré le PSG. On parle d'un club qui se demande mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent qu'on a investi dans nos jeunes qui aujourd'hui sont en prêt dans toute l'Europe, 36 ou 37 sont en prêt dans toute l'Europe, à Vitesse en particulier aux Pays-Bas mais aussi dans d'autres clubs. Est-ce qu'on veut une stratégie à long terme qui soit une stratégie je dirais d'autosuffisance économique, ou est-ce qu'il va falloir de nouveau mettre de l'argent dans le club? Pour Abramovich c'est autosuffisance. Donc on a coupé un petit peu si tu veux, la pompe à finances en l'occurrence, ce qui est une des raisons pour lesquelles Conte a eu des problèmes et une des raisons pour lesquelles ça a également causé quelques frictions avec Luis Enrique qui souhaiterait avoir un plus gros budget de développement. Donc tu ajoutes à ça les situations contractuelles de Thibaut Courtois qui est sans doute sur le départ. Et Thibaut Courtois ça ne se remplace pas comme ça. Hein. Et ensuite tu as la situation d'Eden Hazard qui est toujours extrêmement floue, qui ne sera pas résolue avant la Coupe du Monde, ce qui signifie que du côté des supporters de Chelsea, on a beaucoup de raisons d'avoir des craintes vis-à-vis de l'avenir. Et c'est pour te dire que Laurent Blanc, j'ai entendu en effet comme vous des rumeurs faisant état de pourparlers avec Marina Granovskaya. Je peux te garantir une chose, Jean-Louis, c'est que s'il arrivait à Chelsea, ce qui n'est pas encore fait, il tomberait dans un sacré chantier, pour utiliser un mot très poli, parce que j'en ai d'autres qui me viennent à l'esprit. Oui, on les comprend. Je crois. On va voir si ça se fait, si ça avance, cette histoire de Laurent Blanc. En tout cas, la crise que nous décrit Philippe a l'air de bien exister. Oui. Il y a de quoi être inquiet sur l'avenir de Chelsea, Pierre, Jonathan, sur ce que vous entendez, ou ça fait partie des péripéties aussi d'un club particulier. Philippe le sait mieux que nous et il nous l'a expliqué, c'est que le coût de fonctionnement d'un club comme ça, quand t'as ce genre de personnes à la tête, à un moment donné, quand ça s'arrête, il va falloir le faire étape par étape parce que c'est pas le retour aux choses normales n'est pas facile ça peut être très sauf dangereux. S'il revend à un énorme investisseur. Faut en retrouver un. Voilà, faut en retrouver un. Il y en a pas non plus 36 je pense. Avec sa superficie financière. Non, oui, ça peut être inquiétant effectivement. Alors ça dépend, peut-être que Philippe je le sais peut-être, mais peut-être que il serre un peu les cordons de la bourse, mais il va peut-être pas tout lâcher, Il l'a fait depuis des années, mais c'est surtout quant à moi quand j'ai appris que le projet de rénovation du stade ou de reconstruction du stade, que c'est une véritable reconstruction, était mis au frigo, que ça coïncidait exactement avec cette histoire de visa. Là tout de suite j'ai pensé il y a un vrai problème là. Là il y a un vrai problème. Bon écoute, on verra l'évolution des choses. Parce que on parle de la stratégie à venir de Chelsea. L'idée de ce nouveau stade, c'est de permettre à Chelsea d'être autosuffisant. Abramovich ne va pas continuer à mettre. De toute façon, il a cessé de mettre de l'argent comme il le faisait auparavant. Oui, ça c'était vraiment au début. Entre 2003 et c'était de la même façon que à Manchester City. Je peux vous garantir une chose, c'est que les gens des Émirats qui ont mis des centaines de millions dans le club, ils vont pas le faire éternellement. Il y a un moment où cette mise de fonds s'arrête. Et je pense en revanche, il y a une équipe qui n'arrête pas de dépenser, c'est Manchester United. Et là, on se dirige vers un nouveau gros coup. C'est Fredge, en l'occurrence. C'est bien comme ça qu'on dit, Stéphane. Freddy. Freddy. J'entends Freddy, moi. Freddy. Et du Shakhtar. Dis-moi, c'est une prononciation différente du Fred qu'on a eu à Lyon? C'est différent. Non, c'est la même prononciation. Non, mais on devrait prononcer c'est pas les mêmes souvenirs. C'est pas le même joueur. Il est un peu plus jeune que le Freddy de Lyon. Il n'a que 25 ans et c'est un de ces joueurs issus, j'allais dire, de la filière brésilienne du Shakhtar, qui nous a toujours donné des joueurs absolument magnifiques. Je pensais plutôt à Fernandinho et à Willian, quant à moi. Histoire de goût. Et donc oui, ça continue. Investissement de Manchester United pour Fredge. Apparemment, la visite médicale c'était aujourd'hui. J'ai pas eu de nouvelles plus récentes que cela. Vous en avez peut-être vous-même, mais apparemment, on est tout près de faire que l'opération se conclue et que donc un peu plus de créativité soit apportée à une équipe de Manchester United qui en manquait beaucoup. C'est quoi, c'est un meneur de jeu, Stéphane? Ouais, c'est un meneur de jeu et la signature normalement elle est prévue pour demain.
si tout se passe bien. Donc voilà, tout est très proche de se passer du côté du Manchester United. C'est vraiment un meneur de jeu axial, un numéro 10 ? Il a cette créativité, sur un côté aussi. Voilà, et cette possibilité de pouvoir jouer sur les côtés et d'avoir ce côté aussi que Tite aime bien, du dribble. Et quelque chose qu'il voit aussi beaucoup sur Will. Pogba pourra pas jouer 10 à Manchester. Non, et puis bon, Jonathan le problème, ça va être encombré. Philippe, on précise, c'est petite pour nous, le sélectionneur du Brésil. Manchester ne manque pas forcément de joueurs créatifs, il y a de talent, il y a Alexis Sanchez, il y a Mata, mais le problème c'est la manière dont Mourinho les fait jouer. Oui, mais ils sont pas véritablement. Je veux dire, Alexis, pour moi, c'est pas un véritable créateur, c'est plutôt un dynamiteur de défense, un perceur de ligne. Mata, oui, c'est quelqu'un qui donne le tempo, de la fluidité, tout ce que tu voudras. Mais un joueur comme Fredji, qui va te donner ce genre de choses, de la vivacité aussi. C'est un petit gabarit, ça va falloir voir comment ça va se passer en Angleterre. Mais il va te donner de la vivacité, il va donner de l'inventivité, toute chose et du rythme. Toute chose dont United a vraiment besoin au vu de la saison qui vient de s'achever et qui a quand même été en demi-teinte, pour être poli. Ouais. Il y a du monde quand même, ça commence. Oui, ça commence à faire et il y a beaucoup d'arrivées très intéressantes en première ligue parce que bien évidemment, je pense, tu vois, je me tends moi-même une perche en l'occurrence. Fais des transitions, il n'y a pas de problème. Je saisis la perche que je me suis tendue, c'est le fait qu'il y a un club qui, quant à lui, fait un recrutement qui me paraît des mieux avisés, des plus avisés, et c'est Liverpool, bien évidemment. Ça commence à devenir quand même très impressionnant. Je peux vous dire que Naby Keita, Fabinho, ça va faire beaucoup de bien. On parle toujours de Fekir. Et aussi une chose qui m'intéresse moi de la part de Liverpool, c'est que le recrutement est fait très tôt, avant la Coupe du Monde. Donc il va y avoir club va avoir tout le temps pour se préparer. Il y a maintenant encore la question du gardien de but. Ils sont toujours sur Alisson. Ça fait plus d'1 an qu'ils sont sur lui. Même si on a appris aujourd'hui, et je pense qu'il faut quand même le signaler, qu'on a eu confirmation aujourd'hui qu'il y avait bien eu que Karius avait été victime d'une commotion cérébrale. Oui, on en a parlé en première heure. On en avait parlé en première heure, absolument. Donc on a la confirmation. Ça fait pas mal réagir, ça ? Un peu en Angleterre. Plus qu'un petit peu, oui. Je peux te dire qu'en Angleterre, demain, je pense que les journaux vont être assez intéressants entre l'entretien dans lequel Yaya Touré fracasse Pep Guardiola dans le France Foot et qui va être ce qui se passe avec Karius et Sergio Ramos. Je crois que les pages, le carnet foot des journaux britanniques de demain sera bien fourni. Alors, il a gagné sa Ligue des Champions, Ramos, quand même. Il était bon. Bon là, oui. Écoute, on profite que Fred n'est pas là. Je parle pas de Fred, je parle de Fred. Pour dire tout le bien que nous pensons de Sergio Ramos, bien évidemment. C'est quand même un joueur. Je pense que du bien de Sergio Ramos. C'est quand même... là, moi, je trouve que le coup de coude, enfin le contact sur Karius, celui-là, il est déplacé. Parce que c'est vraiment en dehors de tout. C'est un attentat. Le ballon est loin. Celui-là, il est vraiment, je trouve, abusé. La première faute, elle est sur lui. Non, mais c'est peut-être décisif. C'est décisif, oui, David. Je trouve ça. Mais sinon, je trouve quand même que c'est un défenseur. Ce qu'il a fait. C'est-à-dire en finale. Sûr. Tout l'ensemble de son incroyable. Je suis désolé, je veux pas vous choquer, mais je trouve ça incroyable. Mais dans le bon sens. Oui, si t'es supporter du Real Madrid, je pense que tu fais le statut, quoi. C'est ce qu'on se disait, oui. Alors attendez, juste parce qu'on a ouvert plein de parenthèses, essayons d'en refermer certaines quand même correctement. Surtout celui-là. Philippe, donc tu nous parles des propos de Yaya Touré sur Guardiola, ça on n'en a pas parlé encore. Il dit qu'en gros il a un problème avec les joueurs de couleur. Genre africain en particulier, absolument. Je suis comme vous, le journal ne paraîtra que demain matin, donc on ne peut dire que ce qui a transpiré, ce qui a été dit, mais en effet il a un problème et en fait il fracasse Guardiola pour également sur le fait que Guardiola est quelqu'un qui pose à être Guardiola autant qu'autre chose. Bref, ça va faire beaucoup jaser. Je pense qu'il va y avoir une réaction assez vive de la part de Manchester City, car il ne mâche pas ses mots, c'est le moins qu'on puisse dire. Et parce qu'il parle, quand il parle des joueurs de couleur, pour utiliser l'expression qu'il utilise lui-même, il parle également du cas de Samuel Eto'o par exemple à Barcelone. On se souvient qu'il y avait eu ça s'est très mal passé avec Sam. Après, sans défendre Guardiola, ça s'est mal passé avec Ibrahimovic. C'est pas un joueur de couleur. Les Rois Sané et Blanc. Il ne s'agit pas du tout de prendre parti, de dire un tel a raison, un tel a tort. Nous on est là pour relayer les informations et pour indiquer que il va y avoir en effet une très grosse polémique autour des déclarations de Yaya sur Pep.
C'est vrai que les Rois Sané et Sterling sont blancs. Ça m'avait échappé. Oui. Alors laissons ça de côté, Philippe a raison, on n'est pas obligé de commenter. Stupidité. Et je referme l'autre parenthèse qu'on a ouverte sur Karius. David Lorto en Allemagne. J'imagine que là aussi ça fait pas mal réagir. Ce qu'on a relayé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une commotion cérébrale avérée pour Karius qui a pu perturber le reste de sa finale et notamment sa perception de l'espace. On en parle en Allemagne ? Naturellement, oui, bien sûr, naturellement. C'est relayé avec cette auscultation par un médecin, c'est à Boston, il me semble. Si Massachusetts, oui. Absolument. Évidemment, c'est une façon partielle sans doute, modeste sans doute, mais en tout cas factuelle et informative de remettre un peu à sa juste valeur ce gardien qui a éclos déjà en Allemagne et qui avait une belle cote, pas tout à fait complète encore, je vais dire, bien sûr, à son poste, mais qui avait déjà une belle cote lorsqu'il a quitté le pays. Et ça fait forcément plaisir aussi au relais en Allemagne et aux observateurs de voir que peut-être il y aurait une part d'excuse à sa prestation en finale, évidemment. Eh oui. Bon, sur la sélection anglaise, Philippe, on en a parlé largement hier. Donc, je vous renvoie au podcast de l'after d'hier. Il n'y a pas eu de nouveauté forte aujourd'hui, non ? Non, pas nécessairement. Si ce n'est non. Franchement, il n'y a pas de grand-chose d'autre à signaler, si ce n'est que Raheem Sterling en a encore pris pour son grade. Mais bon, ça fait partie maintenant de la vie quotidienne de la sélection anglaise à cause de ce plongeon dans la surface qui n'était pas du meilleur goût et qui n'a pas plu du tout à Gareth Southgate. Ouais. Ce sera quoi le dernier match de préparation des Anglais ? Costa Rica. Costa Rica. Ça ne serait pas à Londres, ça sera à Leeds. Ah d'accord. Et oui, on se délocalise. Ce que je trouve est une très... Même on se délocalise. Oui, excellent. Ouf. Ce que je trouve est une excellente idée d'ailleurs. C'est une chose. L'équipe d'Angleterre devrait se délocaliser plus souvent. Elle a souvent un public bien plus fervent en dehors de Londres qu'elle l'a dans la capitale. Et ben c'est comme nous en France. Oui, c'est partout pareil. Les stades, il y a un vrai débat à faire sur les stades nationaux. Sont-ils bénéfiques à l'équipe nationale ou pas ? Il y a beaucoup de gens qui te diraient qu'en fait les stades nationaux nuisent. Elle crée une distance entre l'équipe nationale et son public. Jacobinisme. C'est vrai ça ? Oui, on centralise alors que tu regardes en Espagne, il n'y a pas de stade national. En Italie, il n'y a pas de stade national. En Allemagne, Lorto, l'équipe d'Allemagne joue un peu partout, non ? Oui. D'ailleurs, il y a des stades qui deviennent un peu fétiches, mais c'est tout à fait... effectivement, ça tourne, oui, bien sûr. Mais la question, c'est est-ce que ça renforce le lien ou pas ? Bah écoute, on peut pas dire que l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne historiquement sont des nations qui s'en tirent trop mal en football. Oui, il faut avoir la positive attitude comme un il faut faire comme lui, il faut décentraliser. C'est la clé pour avoir des belles ambiances. Merci Jonathan. Oui, c'est vrai. Quand ça joue à, j'en sais rien, de mémoire, à Düsseldorf oui, c'est toujours des belles ambiances. À Stuttgart oui, bien sûr, c'est toujours des belles ambiances et c'est plus coloré par ailleurs en Allemagne que ça peut être coloré. Je parle pas de couleurs visuelles, mais d'ambiance auditive surtout par rapport au fait de jouer au stade olympique de Berlin qui peut contenir 80 000 personnes, mais qui peut aussi livrer une ambiance sinon mortifère, du moins inférieure à celle qu'on connaît dans les stades régionaux. Très bien. Dans un instant, avis tranché sur le Brésil, sur l'Allemagne et l'absence de convocation pour le Roi Sané, le Pérou, l'Argentine. On parle de tout ça dans l'after spécial Coupe du Monde. À tout de suite.